Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Nouveau rendez-vous de Suchitayu en compagnie de deux invités. Evelyne Ferry, bonjour. Bonjour. Pour le CIAS du pays ajaccien, C'est le ça. Centre intercommunal d'action sociale. Et puis Daniel Rossi, bonjour. Bonjour. Psychopraticien relationnel, sexologue également. Donc on va parler avec vous de toutes ces thématiques. Evelyne, qui se déroulent dans le cadre des Orange Day et des missions qui sont menées par le CIAS dans ce cadre. Exactement. Donc, comme chaque année, le CIAS coordonne les actions et les acteurs dans le cadre des Orange Day, qui sont 16 jours d'action, qui ont débuté donc le 25 novembre, et le jour de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, et qui se termine le 10 décembre, la journée des droits de l'homme. Donc il y a beaucoup de choses et donc Daniel Ross il participe à ces... Tout à fait, ça fait 2 ans maintenant que M. Ross, c'est la 2e année, a intégré le réseau d'acteurs de lutte contre les violences faites aux femmes avec son association Corsica Psy. Et il avait déjà proposé une conférence cette année et il en propose une deuxième qui a lieu demain. Sur quel thème cette conférence ? Alors le thème représente les personnes toxiques. On va parler des personnes toxiques, en particulier des pervers narcissiques. Pourquoi les personnes toxiques ? Parce que dans la problématique des violences conjugales, une personne qui est confrontée à une personne toxique va perdre de sa capacité à lutter contre des attaques psychologiques et donc risque d'être plus vulnérable que d'autres personnes. Ces pervers narcissiques, ces personnes toxiques, on en entend beaucoup parler aujourd'hui. On les voit notamment au fil de certains reportages. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on les identifie mieux ? Alors, on les identifie mieux. Dans les personnes toxiques, il faut faire la part entre la personne qui est toxique, mais qui n'a pas forcément une pathologie, parce qu'on peut très bien être toxique pour l'autre, sans pour autant être une personne avec une pathologie. Et on va aussi voir ces fameuses personnes avec des pathologies, et en particulier le pervers narcissique, qui effectivement est de mieux en mieux identifié, et on en parle de plus en plus. Alors c'est un petit peu comme quand on parle d'une voiture bleue, on voit beaucoup de voitures bleues et on voit les pervers narcissiques, on les voit de plus en plus parce qu'on en parle, tout comme on a l'impression qu'il y a de plus en plus de violences conjugales, tout simplement parce qu'on en parle. Il y en a certainement... La parole se libère en tous les cas et qu'ils ont confiance et dans les structures et dans les institutions publiques et les médias aussi qui en parlent de plus en plus. Ça fait maintenant quelques années que la lutte contre les violences faites aux femmes a été déclarée cause nationale. L'ONU et l'ONU France aussi qui militent au niveau international et national. Voilà. Et en Corse, les réseaux qui se structurent, un des premiers réseaux très structurés était en Corse du Sud d'ailleurs. Sous l'égide aussi de la délégation régionale des droits des femmes. Donc il y a plein de choses qui se font dans le cadre même du CISPD, la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est de plus en plus identifié, de plus en plus coordonné. Mais bon, voilà, il y a ces personnes toxiques, et même le cinéma s'en empare. C'est vrai que c'est des sujets... Non mais ça devient... c'est plus que des sujets d'actualité et c'est vrai que plus on en parle et mieux on arrive à sortir des cercles vicieux dans lesquels on peut s'enfermer ou de trouver quelqu'un avec qui en parler qui peut être au courant qu'il y a un acteur ou une association, quelqu'un qui peut aider à un moment donné. Plus on en parle et plus on arrive à les identifier, plus on se donne la possibilité de les contrer ou tout simplement de s'enfuir, parce que des fois, il n'y a pas besoin de les contrer, parce qu'on ne peut pas les contrer. Un pervers narcissique, c'est quoi ? Un pervers narcissique, c'est une personne qui tire plaisir dans le mal-être qu'il va procurer à l'autre. C'est-à-dire, c'est un plaisir qui est pratiquement proche du plaisir sexuel, et cette personne va... Plus elle va avoir de l'emprise sur l'autre, et plus ça va lui procurer un plaisir à un très très haut niveau. Et vous disiez, c'est une pathologie qui se traite ? Alors c'est une pathologie qui ne se guérit pas, mais qui peut se traiter par le biais de médicaments. Alors il faudrait voir un psychiatre, moi je ne suis pas psychiatre, je suis psychopraticien. Mais effectivement, ça peut se traiter. Alors je dis ça peut se traiter parce que très souvent, ces personnes sont dans le déni. C'est-à-dire qu'elles sont pervers narcissiques, mais pour elles sont, entre guillemets, normales. Donc c'est l'autre qui a des problèmes. Donc c'est quand même très 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 rare, voire même totalement absent, le fait qu'une personne aille se soigner dans ce type de problématique.
Avant de se retrouver demain pour parler plus en avant de tout ça, Evelyne, comment ça peut se passer aujourd'hui, quelqu'un qui se trouve sous l'emprise d'une personne toxique, elle peut taper à la porte du CIAS Elle peut taper à la porte du CIAS, du service social, une assistante sociale, une conseillère, un travailleur social pourra la recevoir et entendre ce qu'elle a à dire et surtout l'orienter, l'accompagner dans ses démarches. Mais il en va de même pour certaines associations comme le CIDFF 2A, comme les associations bénévoles, on parle de l'association Savannah, les Mains Violettes, on parle beaucoup de ces jeunes qui s'investissent, qui sont surcortés. Il y a des associations comme la Corsavem, le CDAD, un tas de structures, la FALEP évidemment, qui a quel que soit le moment dans le parcours, que ça soit par le biais d'une formation, par le biais d'une recherche de logement, maintenant même, on en parlera je pense dans les prochains jours, au niveau de la gendarmerie, du commissariat, il y a des référents qui sont nommés, il y a prochainement un travailleur... Ça, il y a encore du boulot à faire, oui, oui. D'après ce que nous disent les victimes. Alors il y a du boulot parce qu'il y a un turnover, mais on en parlera, c'est pas seulement du fait de l'institution, mais il y a, voilà, la CAPA et la délégation régionale des droits des femmes travaille à la mise en place d'un travailleur social auprès de ces structures de police, justement. Donc, on attend la nomination à l'hôpital aussi, Monsieur Ross. Il existe à Bastia, mais il n'y est pas encore à Ajaccio. On a du chemin encore à faire, c'est évident. Et c'est vrai que le fait que les paroles se délient pousse aussi les institutions et les structures, puis il y a eu le Grenelle des violences, à répondre aussi aux demandes, parce que voilà, c'est bien beau de dire que la parole se libère, mais qu'est-ce qu'on en fait de cette parole ? Merci beaucoup à tous les deux. Merci, et à demain. Bonjour et bienvenue, nous retrouvons nos deux invités, Evelyne Ferry, bonjour. Bonjour. Pour le CIAS du Pays Ajaccien et Daniel Rossi, bonjour. Bonjour. Psychopraticien relationnel, on parle dans le cadre de ces oranges têtes de la conférence donc, sur les personnes toxiques, on parle de ces personnes toxiques, les pervers narcissiques, vous parliez de l'emprise que ces personnes ont sur leurs victimes, dans leur entourage. Ces victimes, en fait, cette emprise, elle se fait petit à petit, on ne s'en rend pas compte, comment ça marche ? Alors, elle se fait très très progressivement, c'est-à-dire que dans le principe de l'emprise, il y a tout un schéma. Il faut savoir que quand un couple se crée, il y a deux phases dans le couple. La première phase, c'est ce qu'on appelle la lune de miel. C'est une phase qui nous renvoie à un bien-être commun, à un partage. Et la deuxième phase, que j'appellerais la vraie vie, qui fait qu'on s'aperçoit que l'autre est imparfait. Et on s'aperçoit que finalement, le sentiment amoureux, ça n'est pas quelque chose de linéaire, mais c'est quelque chose qui monte et qui descend. Et la particularité du pervers narcissique, c'est d'enfermer la personne dans un schéma qui va nous donner lune de miel, dispute, colère, violence, justification. Et ensuite, on va revenir à la lune de miel. Et on va reconduire le schéma jusqu'à ce que cette notion de lune de miel disparaisse et qu'on ne soit plus dans un schéma dispute, violence, justification, dispute, violence, justification. C'est-à-dire que l'individu est tellement enfermé dans cette lune de miel qu'il se dit, finalement, quand il est bien, quand il est amoureux, il est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il peut être tout aussi extraordinaire qu'il peut être violent. Alors une violence physique ou une violence psychologique, qui est encore pire. Mais c'est cette problématique de revenir inexorablement dans cette lune de miel qui va enfermer l'individu dans un schéma où il va se sentir quelque part incompétent sans l'autre. C'est-à-dire à partir du moment où l'autre n'existe plus, n'est plus là, je n'existe plus, donc je vais rester avec cet autre. Et très souvent, les femmes, parce que dans 99% des cas, voire même 99,9% des cas, ce sont malheureusement des femmes, arrivent à s'en sortir quand il y a des enfants. C'est-à-dire que quand l'enfant est là, la femme se dit « mais je ne veux pas que mon enfant vive ce que j'ai vécu ». Et très souvent, c'est grâce, entre guillemets, grâce à la présence de l'enfant que la femme va réussir à sortir de cet enfer. Et quand elle vient vous voir, cette femme qui a été cette victime, c'est déjà un premier pas de venir... c'est un premier pas qui malheureusement en appellera beaucoup d'autres. Alors moi je suis plus spécialisé dans la prise en charge des auteurs, puisque avec mon association depuis 13-14 ans à peu près, on reçoit les auteurs de violences conjugales par le biais de prise en charge individuelle, par le biais de groupes de parole,
depuis peu par le biais de stages de responsabilisation. Mais bien sûr, il m'arrive aussi de recevoir des victimes. Et cette victime, justement, le premier pas, c'est l'entourage. Avoir la force d'en parler à l'entourage. Le deuxième pas, si on devait le décrypter de la sorte, ça serait d'aller voir quelqu'un de spécialisé, un psy ou autre. Le troisième pas, ça serait éventuellement de porter plainte, de partir. C'était de plus en plus dur, c'était très très dur, ça commence à les démarches sont un peu plus voilà, facilitées. Les démarches sont un petit peu plus facilitées. On voit aussi dans le parcours, parler c'est le plus grand pas, accepter d'être une victime, parce qu'on est victime, et les enfants sont des co-victimes dans ce genre de situation. Et pour s'en sortir, je dis pas que tout le monde n'a pas forcément besoin d'une procédure judiciaire, bien sûr. Parce que c'est un travail qui est très long et il peut se faire même un peu plus tard. Mais déjà, c'est vrai, parler, c'est déjà ne plus être seul, en fait. On confie à quelqu'un d'autre sa difficulté et tout l'enfer que l'on peut vivre. Et d'avoir ce soutien ou cette écoute, c'est déjà ne plus être seul et sortir du cercle infernal, en fait. Donc il faut une amie, quelqu'un de la famille, une structure, une association, comme je dis, même quelqu'un au travail, quel que soit. Et c'est pour ça que c'est important que les médias comme Alta Frequenz ou la télé véhiculent aussi ce message qu'il y a des structures, qu'on peut être accueilli, qu'on peut être reçu. Et parce que ça se fait pas, je me réveille pas un matin en me disant tiens, je vais partir. On a envie de partir, parce qu'on est aussi dans un état de sidération. J'espère que j'emploie les bons mots. Oui. Et pour sortir de cet état de sidération, des fois, il faut parler plusieurs fois ou faire la démarche plusieurs fois avant d'arriver à partir. Alors c'est vrai que les enfants aident à partir, mais ils se posent toujours, parce que outre la violence psychologique et la violence physique, il y a aussi cette violence économique, une dépendance, pas de compte bancaire, pas d'argent, que ce soit pour la femme et les enfants. Partir sans argent, sans savoir où on va, c'est aussi très compliqué. C'est pour ça qu'il y a des structures comme la FALEP ou la Fraternité du Partage qui ont des places pour les femmes victimes de violences. Et très bientôt, cette structure qui va cet ouvrir. Accueil de jour qui va ouvrir, qui va permettre aussi de libérer encore plus la parole et avoir une meilleure orientation. Et parallèlement, comme disait M. Ross, qui lui s'occupe plus des auteurs, il y a une maison des auteurs à Corté, c'est ça? Il y a un centre de prise en charge des auteurs qui a ouvert depuis cette année. C'est-à-dire qu'on a eu la chance, toutes les associations de Corse et de France ont eu la chance. C'est la Corse aussi qui c'est la Corse AVM, c'est-à-dire qu'au départ, la Corse AVM m'appelle en me disant « Daniel, il va y avoir la création de cette structure. Est-ce que tu veux bien te mettre avec nous ?» Parce que comme c'est moi qui m'occupais de la prise en charge des auteurs, tout naturellement, la Corse AVM s'est rapprochée de moi. J'ai dit « Bien sûr, je sais qu'il faut un travail sérieux. » Donc ça m'évitait de faire tout ce qui est le travail administratif, donc effectivement j'ai accepté. Et donc depuis cette année, le centre de prise en charge des auteurs est créé avec la prise en charge qui se fait par le biais de l'association Corsica Psy pour la Corse du Sud et l'école des parents et des éducateurs pour la Haute-Corse. Je pense qu'on pourra en reparler. On va en reparler dès demain. Merci. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue. Bonjour à nos invités. Daniel Rossi, bonjour. Bonjour. Psychopraticien relationnel. Evelyne Ferry, bonjour. Bonjour. Pour le CIAS du Pays Ajaxien, on parle de ces Orange Day, on parle de ces violences faites aux femmes, de ces violences intrafamiliales aussi. Daniel Rossi, vous nous avez dit hier quand on s'est quitté, donc prise en charge des auteurs. Oui, tout à fait. À travers 2 structures, dans le sud et dans le nord. Tout à fait. Comment ça se passe? Ces auteurs vous sont adressés par la justice? Ils viennent de leur propre initiative? Alors les deux justement. Il y a des auteurs qui ont une obligation de soins, donc ils sont obligés d'avoir un parcours de soins pour sortir de ce schéma. Et des personnes, on a vu tout à l'heure, avant-hier, qu'il y avait 2 sortes de personnes toxiques, des personnes qui pouvaient être toxiques sans pour autant le savoir, et des personnes qui avaient une pathologie. Donc on reçoit 2 sortes d'auteurs que je classifierais moi de 2 manières, c'est-à-dire l'homme violent, c'est-à-dire que la personne qui est violente dans tous les cas de la société, et l'auteur de violence, c'est-à-dire la personne qui peut arriver à un certain moment, excusez-moi du terme, à péter un boulon. Ça n'excuse pas la notion, mais ça ne fait pas de cet homme un homme violent. Il faut vraiment différencier les deux types de personnalités. Quel soin, je ne sais pas si on peut appeler ça un soin, proposez-vous?
Une prise en charge psychothérapeutique, c'est-à-dire par le biais de séances individuelles, le fait d'accepter cet état d'homme violent, tout comme avec la victime, dire à la victime qu'elle est victime mais qu'elle n'est pas que victime, c'est-à-dire que cette étiquette de victime ne la définit pas, mais cette étiquette d'homme violent ne définit pas cet homme, c'est-à-dire qu'il existe chez lui d'autres facettes que cette violence. Donc c'est mettre à jour ces facettes, les exacerber de manière à ce que cette violence diminue et à terme s'éteigne. Ça marche ? Écoutez, ça fait 13 ans qu'on travaille, en 13 ans on a eu 2 récidives, donc j'ai la prétention de dire que ça marche. Oui, puis c'est une question qui revient souvent, parce que nous étions devant une classe de BTS le 25 novembre au lycée Laetitia, et beaucoup de garçons en fait s'interrogent, savoir s'il y a un gène de la violence, comment on peut le détecter. Ils ont même cette peur dans leur relation, parce qu'ils sont au démarrage de leur relation amoureuse, de ce rapport. À quel moment ça bascule et comment on peut basculer. Puis même, ils nous trouvent très gentils dans les explications et dans les termes. On leur présente souvent le violentomètre et ils disent, mais enfin, tout ce qui est marqué là, dans les quartiers, sur le continent ou ici, ça se dit tous les jours et c'est pas vécu comme quelque chose de violent. Donc il y a aussi tout un imaginaire et toute une structuration psychologique qui sont formatées quand même. Tout à fait. Et qui le fait que quand on va les rencontrer, c'est pour ça que c'est important que toutes les structures et les acteurs du réseau puissent aller aussi dans les établissements scolaires et le plus tôt possible, échanger avec ces jeunes. Je laissais M. Ross en parler parce qu'il a été interpellé aussi vendredi dernier. On a vu la force de ce qu'on appelle l'inconscient collectif dans la prise de parole de ces jeunes. Qui quelque part, certaines fois, disait presque tout et son contraire. Cet inconscient collectif, il nous fait adopter des attitudes qui nous semblent être normales. Parce que finalement, cette normalité, on en a parlé d'ailleurs le jour de ce débat, cette normalité, elle est évolutive. Et effectivement, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui disent on est en train de payer les pots cassés, on est en train de... Ouais, je l'ai juste poussé, je l'ai juste bousculé. Effectivement, c'est le fait de pousser, de bousculer, il y a 10-15 ans, mais ça apparaissait comme quelque chose de normal. Mais aujourd'hui, non, on ne peut plus pousser, on ne peut plus bousculer. Il me semble que c'est tout à fait normal. Parce qu'on a eu des avancées même juridiques. Les femmes n'avaient pas le droit d'ouvrir un compte toute seule. Il fallait l'accord du père ou du mari. Je veux dire, donc il y avait toute une situation sociale qui était normale avant, qui ne l'est plus aujourd'hui. Le droit a évolué, la condition féminine par le combat qui ont été menés par de grandes femmes ont évolué, mais il y a encore des restes d'un imaginaire. Alors je sais pas quoi. C'est un reste patriarcal, voilà. c'est-à-dire que il y a encore. Alors, on va dire ça fait loin, mais dans l'histoire c'est très proche, c'est très récent. La femme avant passait du stade de fille de son père au stade de épouse de son mari. Cette notion de femme, justement, elle n'existait pas. Elle n'était pas femme, elle était fille ou épouse. Alors, femme-époux, c'est vrai que au niveau de la sémantique, femme, ça a plusieurs significations, mais l'état individuel de femme n'existait pas. Une femme qui n'était pas mariée, une femme qui n'était pas mère, parce qu'avant, pour qu'une femme soit désignée comme étant être une femme, il fallait qu'elle soit mère. Et même encore aujourd'hui, quand on discute avec quelqu'un ou qu'on rencontre une femme, on lui dit « tu n'as pas d'enfant ? Tu as eu un problème ?» « Non, je ne veux pas d'enfant. » Et les gens se disent « ouais, enfin, elle nous dit qu'elle ne veut pas d'enfant, mais bon, elle a dû avoir un problème. » Parce que ça reste dans les mentalités. Une femme qui n'a pas d'enfant a un problème. Non, une femme peut très bien... Ça peut être tout à fait son choix. Mais dans les mentalités, on est vraiment dans un moment clé de la société où les mentalités sont en train d'évoluer. Pour faire évoluer les mentalités, il faut aller sur le terrain, il faut faire changer les choses. Et l'information, la prévention auprès du public jeune, voire même très jeune. L'association... On voit beaucoup d'interventions dans les écoles, même dans les écoles primaires. Est-ce que, justement, on peut devenir violent au fur et à mesure d'un parcours, au fur et à mesure d'un parcours familial? Est-ce que vous le constatez? Evelyne parlait de gènes, c'est pas du tout... ce qu'a fait remonter aussi M. Ross et d'autres intervenants, comme Patricia Jacques au CDAD, il y a 2 types j'allais dire aussi, de personnes violentes. Ceux qui ont été victimes, qui reproduisent
et qui, pour eux, c'est une normalité, ou alors ils reproduisent parce qu'ils connaissent que ce schéma-là. Ou inconsciemment. Voilà, et d'autres, par contre, qui ont des pathologies ou qui sont des hommes violents ou des femmes violentes, hein, parce qu'on a appris que, voilà, il y a également des femmes violentes, et les jeunes nous l'ont fait remonter, hein, mais il n'y a pas que les femmes qui sont victimes, il y a des hommes aussi victimes. Donc, voilà, il y en a de plus en plus, on a l'impression. Les hommes victimes de violences. C'est pas qu'il y en a de plus en plus. C'est quand aujourd'hui ils parlent. Il y en a toujours eu. Mais quand on entend une femme violente, c'est vrai que ça fait sourire. On se dit, voilà, le mec, il n'est pas en capacité de se défendre. La violence, c'est pas forcément une violence physique, ça peut être une violence psychologique. Une femme qui n'arrête pas de répéter à son mec, tu n'as pas de couilles, tu es un bon à rien, etc., c'est de la violence. Et financière, hein, parce que les femmes qui gagnent beaucoup plus d'argent que leur mari aussi tout à fait. Peuvent aussi... Bon, il est vrai que... Mais ça reste à la marge. Ça reste à la marge, on est bien d'accord. Voilà, on va pas... Non, mais je veux dire, c'est pas de minimiser ce qu'ils vivent. Il faut le dire. Ça existe, et il faut le dire, mais on sait que les 90% des actes sont malheureusement tout à fait. Sur les femmes. Merci beaucoup à tous les deux et à demain. Succeda Viva, voyage à travers la société corse avec Maria Lanfranc. Bonjour et bienvenue, nos deux invités, Evelyne Ferry, bonjour. Bonjour. Et Daniel Rossi, bonjour. Bonjour. On parle des Orange Day, de ces violences familiales, intrafamiliales. On va revenir un petit peu sur ce que vous nous disiez en début de semaine, cet homme violent, ce pervers narcissique notamment. Vous avez tenu une conférence en milieu de semaine à ce sujet. Oui. Souvent, alors ce qu'on voit dans les reportages, c'est quelqu'un qui est très bien inséré dans la société. Et là est la difficulté aussi supplémentaire. La force du pervers narcissique, c'est sa force de persuasion. Donc la force de persuasion, elle est l'apanage même du chef d'entreprise, de l'homme politique. Entendons-nous bien, je ne suis pas en train de dire que tous les hommes politiques et tous les chefs d'entreprise sont des pervers narcissiques. Mais c'est vrai qu'on en trouve beaucoup dans les hautes sphères parce que ce sont des personnes qui ont une force de persuasion, ce sont des personnes qui ont étrangement une grande confiance en eux, même si cette apparente confiance cache un manque total de confiance. On pourra en reparler lors de prochaines émissions. Mais effectivement, ce sont des gens qui sont très très bien insérés dans la société. D'autant plus que quand ces gens se retrouvent devant un juge, très souvent, ils arrivent même à faire passer le fait qu'eux sont blanc-bleu. Voilà, ce sont des hommes très très bien, embobiner le juge. Et finalement, le juge très souvent se laisse avoir parce que ce sont des gens qui en société ont des amis, sont très bien vus, et puis dans la sphère intime, c'est tout autre. Vous qui traitez les auteurs, justement, comment on devient pervers narcissique ? Est-ce qu'on est pervers narcissique ou on le devient ? On le devient pas, on est pervers narcissique. Ensuite, on peut avoir certaines formes de perversion de par l'éducation qu'on a pu recevoir, de par le parcours. Ça veut pas dire qu'on devient forcément violent, quoi. Je veux dire, c'est dans la nature même, quand on est comme ça. Ça peut être dans la nature. On peut apprendre à vivre avec et à contrôler aussi. On peut apprendre à vivre avec, à contrôler. Ça peut arriver de par le fait de son éducation, ça peut arriver de par le fait d'un trauma, parce qu'on voit que très souvent, dernièrement, il y a eu le Grenelle de la santé à l'hôtel Campo dell'Oro. Il y a eu des discussions très très intéressantes et on a vu que les gens qui étaient dans cette notion de violence, qu'ils soient auteurs ou victimes, très souvent ont connu eux-mêmes de la violence. Soit par le biais... Aujourd'hui, on ne parle pratiquement plus de violence conjugale, on parle de violence intrafamiliale. Parce qu'on s'aperçoit qu'un enfant qui se retrouve au milieu de violence est une victime collatérale. Donc cet enfant, il y a de gros risques qu'il devienne victime ou qu'il devienne auteur, parce qu'il va recréer un schéma, parce que finalement c'est ce schéma qui l'a aidé à grandir, et qui le rassure, même si ça semble étrange que ce type de schéma puisse rassurer, c'est un schéma qui le rassure. Parce qu'il y a un phénomène d'acceptation, après, chez les enfants, c'est ça ? Il y a un phénomène d'acceptation, et vous avez parlé hier ou avant-hier de cette notion de sidération. Très souvent, les gens se disent, mais pourquoi elle est restée ? Pourquoi elle n'est pas partie ? Il y a un mécanisme au niveau du cerveau qui se met en place. C'est un petit peu comme quand il y a la foudre qui tombe sur une maison, il y a un disjoncteur pour éviter que tout le système électrique grille. C'est ce qui se passe dans le cerveau, c'est-à-dire que quand cette personne se retrouve confrontée à un traumatisme, que cette personne soit femme ou enfant, il va y avoir une sorte de disjoncteur qui va se mettre en place au niveau du cerveau pour éviter un AVC ou une crise cardiaque. Et supporter le quotidien aussi. Supporter le quotidien. Et si ce trauma se répète inexorablement,
on rentre dans une problématique où la personne reste en permanence dans cet état de dissociation et de sidération. Et donc cette personne n'arrive pas à faire la part des choses entre ce qui est normal et ce qu'elle vit. Pour elle, c'est devenu sa norme. Et pour l'enfant, c'est sa normalité. C'est devenu sa norme. Et c'est très difficile de sortir de ça, parce que même quand quelqu'un d'extérieur lui fait pointer « mais regarde, c'est pas normal », ça crée ce conflit et elle se coupe de la personne qui lui pointe du doigt que c'est pas normal ce qu'elle vit. C'est pour ça qu'il faut se dire « ah mais quand j'entends « mais je lui ai dit qu'elle aurait dû partir », alors déjà on lui enfonce encore plus la tête sous l'eau, mais c'est pas ça. Il faut dire, voilà, si tu as besoin, je suis toujours là. Il faut répéter le message jusqu'à ce qu'elle l'entende et que ça brise, que ça fasse écho. Ça fasse écho en elle. Parce que c'est pas parce qu'on le dit une fois qu'elle va... Que ça sera forcément... Justement, le rôle peut-être des assistantes sociales du CIAS qui sont au contact des familles, au contact de ces femmes, au contact de ces enfants, quel peut-il être ce rôle ? Alors c'est vrai qu'il est à plusieurs niveaux, hein. Il y a aussi une identification, surtout quand elles se rendent à domicile, elles peuvent constater des choses. Mais ceux qui constatent le plus, qui sont le plus amènes de constater, surtout s'il y a des violences physiques, les médecins, les infirmiers, tout le corps médical, et pour lequel il y a un positionnement qui est compliqué entre le secret professionnel, le secret médical, et de pouvoir... déclarer une situation préoccupante, hein. Donc c'est compliqué de travailler avec eux, même de par leur serment, on va dire. Donc c'est pas de dire pourquoi ils disent rien, non, mais c'est parce que des fois ils ne peuvent pas dire. Et pareil pour les assistantes sociales, elles sont tenues aussi à un secret professionnel, mais par contre ça va demander souvent plusieurs rendez-vous, plusieurs rencontres pour se rencontrer. Il y a pour une seule personne, je crois, et j'espère que mes collègues ne m'en voudront pas, pour les enfants. Quand on a le moindre doute, il y a une cellule, il y a un numéro de téléphone pour déclarer les situations préoccupantes. Et au contraire, il faut le faire. Il vaut mieux déclarer pour rien tout à fait. que fermer les yeux ou de ne pas entendre quand on entend du bruit à l'étage. Après, on peut aller taper et demander si ça va. On peut aussi, avant de lancer tout le branle-bas de combat, demander ce qui se passe. Se demander ce qui se passe, faire comprendre aussi aux voisins qu'on est là, qu'on a entendu. Et il y a un clip d'ailleurs très bien qui est le 3919 qu'on a diffusé aux jeunes, qui est très bien fait. C'est tout dans le non-dit, il y a une danse, mais il y a ce couple qui est voisin, qui entend et qui va téléphoner et qui va déclencher des processus aussi. Alors ça aussi, ça se déclenche, mais ça ne veut pas dire que ça se résout. Il faut dire que le parcours est long et fastidieux, qu'il va falloir s'armer de patience parce que malheureusement, quand on est victime, la charge de la preuve est à la victime. Voilà. Ouais. Donc il va falloir aussi prouver tout ça. Donc quand on rentre dans une procédure judiciaire, mais pour partir, il n'y a pas besoin de prouver. On est en danger, on s'en va. Et quand un enfant est en danger, il est mis à l'abri immédiatement une fois que ces cellules sont déclenchées. Merci, à demain. Bonjour et bienvenue, dernier rendez-vous de la semaine. Evelyne, bonjour. Bonjour. Evelyne Ferry pour le CIAS du Pays Ajaccien, Daniel Rossi, donc psychopraticien relationnel, bonjour. Bonjour. Ces Orange Day, que ce soit de votre point de vue ou du vôtre, donc c'est important, on parlait de libérer la parole depuis le début de la semaine, il y a plusieurs choses qui se passent. Aujourd'hui, on montre plusieurs types d'actions, plusieurs types de manières de libérer cette parole. Alors, moi, je veux dire, bien sûr que c'est important, ces Orange Day, mais pour dire aussi que ces Orange Day mettent en lumière le travail d'acteurs institutionnels, associatifs, privés, à un moment donné, mais que ce travail il se fait toute l'année. Et ça s'arrête pas. On est victime toute l'année, on est auteur toute l'année, et voilà. Et ces partenaires et ces acteurs qui sont formidables travaillent toute l'année. Après, on peut pas même faire de la com en permanence, voilà. Et puis parce que c'est des situations qui suscitent aussi plus de discrétion et on n'expose pas les victimes, à moins les femmes qui veulent en parler, évidemment. Venez à la radio, vous serez écoutés. Et la brochure, en tous les cas, avec tout le lien sur les partenaires, sera présente si vous voulez contacter quelqu'un. Voilà, qu'on puisse trouver de l'information partout. Mais ce travail-là, il se fait toute l'année. De la prévention, de l'information auprès des scolaires, à l'université, mais aussi dans les centres de formation. Voilà, de partout, on doit informer, continuer à informer toute l'année. Et ces personnes-là sont à l'écoute dans tous les dispositifs qu'ils mettent en place tout au long de l'année.
Voilà. Mais ce focus, c'est juste comme une sonnette d'alarme. À un moment donné, n'oubliez pas, ça existe encore malheureusement, même si la parole se délie. Daniel Rossi, donc vous prenez en charge les victimes. Il y a ces 2 centres en Corse du Sud, en Haute-Corse. Les auteurs, pardon. Il y a ces 2 centres en Corse du Sud, en Haute-Corse. Evelyne parlait de prévention. Comment on prévient la violence Comment on prévient la violence ? On parlait tout à l'heure, en dehors des micros, on parlait du Covid. Chose très intéressante qui s'est passée au moment du confinement. Au moment du confinement, on ne pouvait pas faire notre travail sur le terrain. Je parle plus particulièrement des auteurs. Donc je suis rentré en rapport avec la gendarmerie, avec le capitaine de gendarmerie, et j'ai laissé mon numéro de téléphone. Et il faut savoir que pendant ce confinement, c'est-à-dire que ça a duré 1 mois et demi, 2 mois, si je me souviens bien, ce confinement, j'ai reçu à peu près 25 appels d'hommes qui étaient enfermés avec leurs femmes et qui étaient sur le point de devenir un auteur de violence. Donc ces hommes, avant de passer à l'acte, ont appelé la gendarmerie en disant « j'en peux plus, qu'est-ce que je peux faire ?» Ils m'ont appelé et j'ai la prétention de dire que j'ai évité 25 violences conjugales. Donc on voit qu'effectivement, on le disait l'autre jour, il y a 2 types d'hommes violents. Il y a l'homme qui va péter un boulon, excusez-moi du terme, et il y a la personne qui est dans une violence quotidienne, elle ne va pas appeler. Elle ne va pas dire « je suis violent », elle va dire « ma femme est une incapable, je ne vois pas pourquoi je reste avec celle-ci ». L'homme qui se retrouve dans un schéma, cette violence qui va être déclenchée par un homme lambda, elle fait écho à ce qu'il a vécu, elle fait écho à des traumas qu'il a pu avoir, elle fait écho à des dysfonctionnements qu'il peut avoir. On est tous des névrosés et ces névroses nous font mettre en place des schémas qui, de temps en temps, qui n'a pas pété un boulon au volant de sa voiture ? Pas moi, on est bien d'accord. Et qui n'a pas failli en arriver à la violence ? Et on voit que finalement, après coup, quand on réfléchit, on se dit mince, j'ai quand même failli créer quelque chose de grave. Mais quand on est dans un schéma quotidien, dans son couple, dans sa famille, effectivement, ça peut arriver. Je ne suis pas en train de dire que je les excuse, je suis en train d'expliquer. C'est une explication. Expliquer ne veut pas dire accepter. Mais c'est ça, la personne qui est dans une violence, entre guillemets, ponctuelle, elle ne prend pas plaisir à cette violence, elle est aussi dans une souffrance. Et cette personne va être en capacité de pouvoir justement, avant, on l'a vu avec cette histoire de confinement, ou même des fois des personnes qui viennent me voir, qui sont mandatées par des médecins de famille, qui sont mandatées par la gendarmerie ou par le commissariat, qui viennent me voir en disant voilà, je sens qu'il va se passer quelque chose. Donc heureusement, on en parle peu, mais c'est important aussi. C'est un travail qui se fait aussi en amont. Cette prévention, elle peut se faire sur les enfants aussi. Cette prévention, elle doit se faire elle peut pas se faire, elle doit se faire sur les enfants, parce que les enfants sont au cœur. Les enfants sont au cœur. Je discutais l'autre jour avec une personne, on parlait des pays scandinaves où dans ces pays, un garçon peut jouer à la poupée, une fille peut jouer au cow-boy. Dans les pays du sud de l'Europe, je dirais, on est quand même enfermé dans un schéma. Le garçon, on va lui offrir un pistolet, une voiture. La petite fille, on va lui offrir un aspirateur. Déjà, on lui dit, voilà, quand tu seras plus grande, tu passeras l'aspirateur. C'est tout bête. Il y avait eu toute une campagne comme ça. Il y avait eu toute une campagne. Et par exemple, et sur les métiers genrés. Et très souvent, l'autre jour, quand on était au Laetitia, quand on a commencé à parler assez jeune d'un gamin qui peut jouer avec une poupée, j'ai vu des mimiques sur le visage de certains garçons qui disaient « Oui, mais si mon fils il va jouer à la poupée, il va devenir pédé, excusez-moi du terme ». Et excusez-moi, moi j'ai joué à la poupée quand j'étais gamin. Et en quoi ça serait un problème, on est bien d'accord. En quoi ça serait un problème. Mais cette problématique, elle va au-delà des violences intrafamiliales, elle va dans une structuration de la société, dans une vision de la société. Et c'est là où on voit tout le chemin encore qu'on a à faire. On a encore du boulot. En termes de prévention et d'information. De casser ces clichés, c'est pas forcément de jouer à la poupée qui va vous rendre homosexuel. C'est pas lié du tout à ça, mais c'est une façon aussi des fois très simpliste, parce qu'on se raccroche à des choses qui ont été véhiculées dans les familles. C'est un héritage des sociétés d'avant. Il y a un chanteur, Eddie de Préto, qui a sorti une chanson qui est extraordinaire,
où il dit tu seras viril, tu joueras au foot, etc. etc. Et puis lui, de toute façon, il est gay. Il avait dit à sa mère, mais il n'avait pas dit à son père. Voilà. Et c'est cette chanson qui lui a permis de le dire à son père. Et elle est extraordinaire, cette chanson. C'est-à-dire que finalement, tu as beau faire ce que tu veux, être gay, c'est pas une maladie, c'est un état. Si je suis brun, c'est pas une maladie. Si je suis blanc, c'est pas une maladie. Si je suis hétéro, etc., etc. Donc c'est cette notion de la société, cette évolution à tous les niveaux, et c'est un combat qui vraiment, ça s'imbrique, le combat des violences conjugales, le combat de l'homosexualité, le combat c'est un combat sociétal. En termes de violences faites aux femmes, les femmes vivaient des violences au travail. On avait interviewé des seniors qui venaient au CIAS dans nos activités, et des jeunes femmes qui voulaient travailler et qui faisaient le métier de secrétaire. Aujourd'hui, on trouve normal qu'une femme soit secrétaire. Un homme secrétaire, on se pose des questions. Mais dans les années 50-60, il y a des filles qui étaient désavouées par leur famille, notamment par leur père, parce que, je vais m'excuser du terme, c'était des putes. Être la secrétaire, ça en allait coucher avec le patron. C'était ça, elles ont vécu ça. Et c'était il n'y a pas longtemps. Il y a moins de 100 ans, donc ça fait 60 ans. En 60 ans, maintenant, c'est-à-dire la violence existe pour l'homme qui veut devenir secrétaire, quoi. Donc voilà, mais on a des stéréotypes et des clichés qui font que, et c'est vrai que c'est difficile de sortir de ces, parce qu'on se rend pas compte qu'on en a tous. On en a tous, bien sûr qu'on en a tous. Il n'y a pas personne qui est exclu de ça. Non. Et et c'est pour ça que c'est difficile ce cercle de la violence, parce qu'on trouve normal qu'un homme soit autoritaire dans le foyer, ou avec les enfants, qu'il fasse preuve d'autorité. Mais non, il n'est pas violent. Il est autoritaire, c'est normal, il faut les tenir. Voilà. C'est une preuve de virilité et de positionnement dans le couple, quoi. Tout à fait. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. Et puis Daniel Ross, la chanson que vous évoquiez, on va l'écouter justement juste après. À bientôt.